Cutis laxa, ostéogenèse imparfaite, dysplasie crânio-métaphysaire, toutes ces maladies aux noms scientifiques imprononçables ont un point commun, leur rareté. Derrière ces symptômes que la science ne cesse d'étudier, se cachent des visages, des parcours de vie hors normes que nous avons décidé de mettre en lumière. Rare et je vis avec est la nouvelle série de podcasts originaux créée et produite par handicap.fr. Justine est née avec le syndrome de Clove. Elle aura pourtant attendu 28 ans pour mettre un nom sur ces masses qui lui ont déformé le visage. Plus communément appelé syndrome Elephant Man, aux grandes dames des malades, cette anomalie génétique rare provoque des excroissances du tissu graisseux, mais aussi des malformations vasculaires et des déformations d'organes. Si Justine appréhende la chirurgie réparatrice dès son plus jeune âge, la maladie reprend systématiquement le dessus et ne lui accorde aucun répit. Les douleurs situées au niveau du visage sont insoutenables, mais pas autant que le regard des autres. Après les années collège et lycée, le monde professionnel ne lui fait aucun cadeau. Photographe et graphiste de formation, elle essuie les revers aux entretiens d'embauche sans raison valable. Puisqu'on me ferme les portes, je rentrerai par la fenêtre, s'amuse celle qui, aujourd'hui, a créé sa propre entreprise. Côté traitement, là encore, la jeune femme a eu raison d'y croire. En 2018, le professeur Guillaume Cano, médecin néphrologue à l'hôpital Necker, découvre un médicament efficace contre le syndrome de Clove. Victoire, Justine constate pour la première fois de sa vie un recul de la maladie grâce à cet hormonosuppresseur utilisé notamment pour traiter le cancer du sein. Bonjour Justine, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous. Alors on l'a dit, le syndrome de Clove est souvent associé au film Elephant Man, à tort. Est-ce que ce raccourci est difficile pour vous ? Je pense que dans certaines situations, effectivement, ça peut être difficile parce que, comme vous l'avez dit, en fait, c'est un raccourci et en fait, c'est un peu se définir par quelque chose qui ne nous ressemble pas, qui ne nous représente pas. Donc, pour moi, personnellement, j'ai pas la maladie de l'Elephant Man. C'est pas du tout la même maladie. C'est-à-dire que nous, ça va être la vascularisation, ça va être les veines, les artères et les choses comme ça, alors que Elephant Man, c'est les muscles et surtout les os qui se déforment d'eux-mêmes. Et en fait, c'est même pas réparable. Même s'ils ont pas d'excroissance, c'est les os qui vont se déformer et s'affaisser, en fait, et perdre en résistance avec les années. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, les os du visage ou ailleurs d'ailleurs, s'affaissent et en fait, ça fait un peu comme une peau d'éléphant. C'est pour ça qu'on appelle ça Elephant Man. Alors pourquoi il y a encore cette méconnaissance et ce mésusage du terme Je pense que c'est parce que notre maladie est encore mal connue et comme c'est récent, en fait, il y a peu de gens qui savent que ça s'appelle le syndrome de Clove, ce qu'on a. Et donc, en fait, ils préfèrent raccourcir et dire c'est la même chose. Ça fait un effet physique un peu semblable pour certaines personnes. Donc toi, les médecins t'ont bien dit que c'était 2 maladies différentes ? Oui, moi, ils m'ont bien dit que c'était bien 2 maladies différentes. Et c'est bien d'appuyer sur le fait que c'est vraiment 2 maladies différentes et je pense qu'elles ne se vivent pas du tout de la même façon non plus. Donc Et justement, concrètement, qu'est-ce que cette maladie a provoqué chez vous ? en fait, ça a été des excroissances qui se sont développées avec ma croissance. Plus j'ai grandi et plus en fait la maladie s'est développée. Et donc j'ai eu des excroissances qui se sont créées et qui se sont aperçues en fait au niveau de mon visage. Comme pendant mes 28 premières années, on ne savait pas ce que c'était, j'ai eu plusieurs chirurgies. À chaque fois, ça revenait en fait et on ne savait pas pourquoi. Et donc maintenant qu'on a découvert le syndrome de Clove, c'est vraiment différent en fait, la visibilité des gens sur la maladie, ce qu'on y connaît, ce qu'on peut ressentir aussi. C'est vrai que pour moi, d'avoir découvert ce que j'avais, ça a été vraiment un peu un soulagement finalement de pouvoir expliquer aux gens qui me demandaient ce que j'avais, de pouvoir l'expliquer, de savoir pourquoi on a ça, parce que ça pose énormément de questions finalement. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce que la maladie a provoqué? Je crois que c'est notamment situé au niveau de votre visage. C'est ça. Ça a créé des excroissances en fait au niveau de mon visage, surtout à la région mentonnière. Ça crée en fait comme des boules à l'intérieur et ça gonfle et des fois ça dégonfle. Et il y a d'autres personnes qui l'ont dans tout le corps et pour qui ça va empêcher de marcher. Certains l'ont autour des organes, donc leur protocole vital est en jeu. Moi j'ai un peu la chance dans ce malheur, c'est que pour l'instant, et je touche du bois, c'est que mon pronostic vital n'a jamais été engagé et c'est vrai que pour d'autres personnes, il l'est donc la découverte du syndrome et du coup du traitement, va changer littéralement leur vie
tout comme la mienne, c'est une vraie avancée, dans notre vie, en fait, tout simplement. Comment vous avez appris à gérer, la douleur avec le temps? Je pense que j'ai appris à gérer parce que en fait, on oublie. C'est un peu bête, mais c'est vrai qu'avant de prendre le traitement, je me rendais pas compte à quel point je pouvais avoir mal et en fait, je pense que c'était une douleur un peu constante, ça dépendait voilà de la chaleur, ça dépendait, comment dire? De ma fatigue, enfin ça dépend vraiment de notre état, global et même avec le traitement aujourd'hui, j'en ai encore un petit peu, mais c'est vrai qu'en comparaison, on se rend pas compte de la douleur que ça pouvait être. Je la supportais parce qu'en fait, j'avais connu un peu que ça et on se rend Mmh. compte des douleurs que quand elle part, en fait, finalement. C'était une douleur qui était localisée au niveau des masses que vous aviez, sur le visage? La douleur se fait en fait, au niveau des endroits où, il y a des microkystes en fait, parce que, le syndrome de Clove, est une anomalie génétique qui fait surdévelopper les cellules à cause d'un gène. Le gène donne trop d'informations, aux cellules et les cellules se démultiplient. Ça crée un embouteillage, on peut le dire, vulgairement. Du coup, ça crée, un blocage de circulation de lymphe et de sang et ça stagne. Comme la circulation ne se fait pas, les veines, se bouchent et en fait ça gonfle et ça crée, des kystes. Des fois, ça se développe tellement que, ça en devient visible. Est-ce que vous en avez, ailleurs sur le corps? Normalement, je ne pensais pas, mais avec la prise du médicament, on a découvert que potentiellement je pouvais en avoir, quelques-uns, qui n'étaient pas visibles, mais vraiment des petits dans le reste de mon corps, mais qui n'impactaient pas ma santé pour le coup. Parce qu'en fait, à la prise du traitement, j'ai perdu, beaucoup de poids. Donc on a estimé que potentiellement il y avait aussi des parties, lymphatiques qui étaient liées à la maladie. Avec la prise du traitement, elles sont parties en fait. Voilà. Parce que concrètement, c'est quoi le risque de ces excroissances? Ils appellent ça aussi des tumeurs, donc en fait, c'est des tumeurs bénignes. Mais du coup, pour certains patients, qui l'ont, par exemple aux jambes, qui l'ont, à l'intérieur, de leur corps, ça peut étouffer les organes, ça peut boucher des artères, ça peut, empêcher les muscles de travailler. Donc il y a beaucoup d'enfants, qui ont eu, le droit de prendre du coup le traitement, qui ne marchaient pas avant et qui aujourd'hui remarchent parce qu'en fait, la maladie a tellement réduit qu'ils ont retrouvé la motricité et la mobilité de leurs membres grâce au traitement, donc c'était quand même une réelle avancée. Est-ce que le risque aussi, ce serait de par exemple, si une personne a des masses réparties un peu partout sur le corps, qu'elle, passe à côté d'une masse, maligne et qu'elle ne bénéficie pas d'un traitement adapté à un cancer? Je ne pense pas, parce qu'en fait, on est suivi, depuis tellement jeune, en fait, que les masses, quand elles poussent toujours à peu près aux mêmes endroits et surtout quand elles reviennent, même si elles reviennent à d'autres endroits, on arrive à percevoir à l'IRM et aux échographies, que c'est, dû au syndrome de Clot. On Mmh. arrive à voir, le contenu, en fait, des Ouais. masses, mais en tout cas, aucun de nous n'a eu, ce souci et comme on est très, très suivi, ça n'arrivera pas, je pense. On le constate aujourd'hui, vous êtes devenue une véritable experte du syndrome de Clove, mais ça n'a pas toujours été le cas. Comment vous avez vécu cette errance médicale pendant 28 ans? Je pense que ça a été compliqué, pendant surtout mon adolescence. En fait, mon enfance a été assez facile. Je me suis forgé un caractère très jeune, que ça soit à l'école ou à l'extérieur. J'ai eu la chance, en fait, entre guillemets, de pouvoir, vivre normalement et donc quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, je le réglais tout de suite. Ça a été un peu mon avantage, moi perso. C'est vrai que l'errance a été plus compliquée au moment où les questions viennent des autres et en fait, c'est compliqué de répondre aux gens quand on me pose une question et qu'on me demande: «Mais pourquoi tu as ça?» et qu'en fait, même toi, tu ne sais pas. Du coup, c'est compliqué d'expliquer ça à un ado ou un enfant. J'en ai jamais réellement parlé avec mes parents, mais c'est vrai que je pense que pour eux, ça a pu être compliqué, quand j'étais plus jeune parce que je pense qu'en tant que parent, il y a une culpabilité, qui est présente, quand même, même si, malgré tout, il était complètement pour rien, mais je Et pense pourquoi que vous n'en avez jamais parlé avec eux? Est-ce que c'était, un tabou au sein de la famille? non, je pense qu'on n'a juste jamais abordé le sujet, spécialement. Je
pense que c'est parce qu'il y a aussi une pudeur qui est là et qui fait qu'on n'aborde pas forcément ces choses-là. En fait, la maladie, on vit avec et ça n'a jamais posé aucun problème à aucun de nous. Pour moi, je suis quelqu'un de totalement banal. Pour eux aussi, et c'est vrai qu'on en parle quand j'ai mes rendez-vous médicaux, quand ça va poser des problèmes, des douleurs, etc. Ça l'impacte forcément, mais c'est pas quelque chose qui va être un sujet tabou, qui va être au contraire un sujet sensible. On en parle comme ça vient et puis quand on a des choses à dire, et ben on les dit et voilà. Enfin, il n'y a pas de vraiment sujet tabou Donc par voilà, c'est rapport. pas quelque chose dont vous avez honte, vous en parlez Ah non, pas du tout. facilement? Oui, oui, oui. Et je pense que le fait d'avoir découvert ce que j'avais, ça a aussi soulagé tout le monde et même moi pour mon avenir, de savoir aussi que c'était une anomalie génétique que j'avais développée par moi-même, que je ne pouvais pas la transmettre. C'était aussi important aussi pour mon avenir de me dire, mais si je veux des enfants, ils auront pas ça. C'est quand même hyper important en fait de le savoir et pour se projeter en fait. On a l'impression que, enfin, vous le disiez très justement tout à l'heure, que vous avez un caractère fort qui vous a permis de passer, entre guillemets, outre certaines remarques, mais on imagine bien que ça n'a pas été facile tous les jours en termes de discrimination, puisque c'est une maladie avec quand même un fort retentissement social. Vous nous aviez d'ailleurs confié lors de la pré-interview, mon handicap, c'est les autres. Comment vous avez vécu l'adolescence? Alors je pense que oui, clairement, dans mon cas, en tout cas, je pourrais pas parler pour les autres personnes, qui ont le syndrome de Clove ou, qui ont d'autres maladies d'ailleurs, mais en fait, à partir du moment où je pense qu'une maladie se voit, réellement, notre handicap, c'est les autres. Que ça soit à l'adolescence, l'enfance ou, aujourd'hui, même en tant qu'adulte ou dans le milieu professionnel, on en revient toujours à justifier, que ce soit à des gens qu'on connaît ou à des gens qu'on ne connaît pas, et c'est surtout dans ces cas-là, pourquoi on est comme ça et pourquoi on ressemble à ça et pourquoi, on existe finalement. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué à vivre, donc je pense que comme tout humain, il y a des jours où je me lève et je n'ai pas envie du tout d'avoir la patience de gérer, ce genre de personnes qui, vont, me «manquer de respect» entre guillemets, que ce soit par des moqueries, que ça soit par, des questions tellement intrusives que Quoi qu'en comme fait moquerie ou comme question, par exemple? ça va être des adultes ou des enfants ou des adolescents qui vont ricaner entre eux, parce qu'en fait, ça change de ce qu'ils connaissent en fait, de ce qu'ils voient tous les jours et surtout qu'aujourd'hui on est quand même dans une société où, le physique est quand même important. On le voit surtout avec, Instagram, enfin les réseaux sociaux et cetera. Donc c'est quelque chose qui ressort énormément et je pense qu'en fait ces gens-là, déjà n'ont pas forcément eu une éducation adéquate et aussi, je pense que ça les rassure en fait, de se moquer. Le fait de se sentir un peu supérieur, de se dire: «Ah bah, moi j'ai pas de maladie donc je me permets de me moquer et de rire en fait Comme de pour ce se que l'autre rassurer, a». Quand moi j'interviens et que je vais discuter avec eux, parce que des fois ça m'arrive, en fait de prendre le temps en fait avec les gens et de discuter avec eux, en fait s'ils ne savent plus quoi dire. Du coup, c'est vrai que souvent ça leur fait très, très bizarre quand je vais vers eux et en fait, ils se sentent très, très bêtes alors que moi, je me sens pas bête. De toute façon, pour moi, ma maladie, elle se voit mais je l'oublie. Donc en fait, pour moi, je suis quelqu'un de lambda, je me promène dans la rue, je me sens totalement, «basique» entre guillemets et vous avez alors toujours eu que, cette force de caractère ou est-ce que c'est venu avec le temps, les heu expériences, je pense que et c'est venu avec le temps. Déjà toute petite, mes parents, m'ont toujours, élevée, comme une enfant qui a pas de différence physique. La perception que j'ai eue depuis petite n'a pas été changée par ça. Je pense que ça a eu déjà un impact important parce que, mes parents m'ont pas fait de différence, m'ont pas caché en fait, j'allais faire les courses avec ma maman, si, quelqu'un me regardait bizarre, ma maman, intervenait. Donc je pense que j'ai aussi eu ce mimétisme de me dire, «Je dois pas avoir honte de moi puisque, personne n'a honte de moi». Et puis après, plus jeune, j'ai été confrontée en fait à des moqueries certainement à l'école au tout début et puis au final, j'ai réussi en fait à m'imposer et à faire comprendre que bah, je n'étais peut-être pas comme la personne, mais c'était pas pour ça que j'allais me faire marcher sur les pieds. Et au final, j'étais la personne la plus sociable de la classe, donc
Je pense que ma sociabilité a fait que ça m'a permis de passer outre tout ça et de me forger mon caractère. Mais après, je dis pas que c'est facile tous les jours, hein, évidemment, ça ne l'est pas. On tombe toujours forcément sur au moins une personne qui va impacter un peu notre journée de façon négative. Donc, mais après, c'est à nous de savoir s'en détacher et d'essayer d'être positif. Là, on a beaucoup parlé, du regard de l'autre. Quel autre impact ça a pu avoir, la maladie sur votre quotidien? Je pense par exemple quand vous étiez enfant. Est-ce que vous avez l'impression que votre vie a été un peu sacrifiée à cause de tous ces examens et ces suivis médicaux? Alors, je pense que je dirais pas sacrifié. Je pense que ça a eu un réel impact sur, mon enfance parce que, c'est vrai que pendant que d'autres enfants étaient, en vacances, moi je pouvais parfois les passer à l'hôpital, pour me faire opérer. Il y avait des sports que je pouvais pas faire parce que, c'était assez dangereux et donc, comme on savait pas ce que j'avais, c'est compliqué aussi. Par exemple, je voulais faire du football, bah, en fait, on sait jamais si je me prends un ballon dans la tête, ça peut être dangereux. C'est des choses qui apportaient en fait encore un peu plus de différence avec les autres. Enfin là, en tant qu'adulte, j'ai pas de traumatisme réel, mis à part le fait d'avoir pas été réellement pris en compte en fait quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire que aujourd'hui, je me rends bien compte que c'était fait pour moi et que j'ai pas de regrets. Mais c'est vrai que quand on est jeune, enfant, et que en fait tous les 2 ans ou tous les ans on vous opère d'une grosse opération et qu'on vous dit pas ce que ça va changer à notre vie et pourquoi on vous le fait et que c'est important de le faire. En fait, pourquoi on ne justifie pas cette chose et on vous prend pas trop en compte, en fait. Et c'est ça qui a été dommage. Et aujourd'hui, il y a vraiment une évolution là-dessus et je suis vraiment contente qu'en service pédiatrique et que les médecins prennent vraiment ça en compte, que vraiment l'enfant, même s'il est enfant, soit réellement pris en compte, dans son état psychologique ou physique, que ça ait réellement un impact sur le choix qu'ils vont faire. Si l'enfant se sent pas prêt, ils vont peut-être attendre quelques mois. À l'époque, vous disiez que la prise en charge était différente. Est-ce que vous avez eu peur parfois de devenir un cobaye, scientifique du fait de la rareté de votre maladie? Alors non, je pense pas parce que j'ai toujours été très entourée par ma famille, etc. Et que mes parents ont toujours su mettre entre guillemets la holà sur non mais là on va attendre un peu parce que elle est fatiguée, elle en a un peu marre donc on va patienter un petit peu. Je pense que c'était ce qui m'a fait le plus bizarre quand j'étais enfant, c'était vraiment les rendez-vous médicaux avec les chirurgiens et qu'il y a 17 internes qui sont là dans la pièce en train de tous te fixer et qui te touchent en fait. Après souvent ils essayaient quand même de demander est-ce que je peux toucher, mais en fait quand on est enfant et qu'on a 7 ans, on n'ose pas dire non à quelqu'un. Donc Que même il n'y a pas, un peu l'impression d'être traité comme une «bête de foire» entre guillemets? aujourd'hui, je me rends bien compte qu'en fait, les internes, c'est juste qu'il fallait qu'ils apprennent pour que ça soit des futurs médecins. À l'époque, moi, je suis née en 92, donc le service médical n'était pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on rentre dans une pièce et qu'il y a d'autres personnes que le médecin, ils prennent le temps d'expliquer pourquoi la personne est là, qu'est-ce qu'elle va faire, etc. Je me rends compte parce que même en tant qu'adulte, ça m'arrive d'être dans des rendez-vous où je vais avoir 4-5 personnes en face de moi, comme un peu en entretien d'embauche, entre guillemets. Ça va être juste parce que c'est des internes, ça va être des médecins de d'autres hôpitaux, etc. Et donc là, en fait, ils m'expliquent pourquoi ils sont là, comment ils sont arrivés là, et qu'est-ce qu'ils vont me faire, etc. Et donc là, je trouve que ça a un autre impact, et je pense qu'en pédiatrie, ils le font aussi. Alors que quand nous, on était enfants, c'est vrai qu'il y avait moins ça. Au final, il y a eu quand même cet aspect de numéro. C'est un peu à la chaîne, quoi. Vous Et je avez pense déjà été, confronté à des remarques, déplacées ou étonnantes, sur votre maladie justement de la part du corps, médical? peut-être, dans le cadre, là actuellement, de ma congélation d'ovocytes, parce que dans le cadre du traitement, je veux congeler mes ovocytes et que le secteur médical est un peu, perdu face à cette nouvelle maladie et donc ils savent pas trop comment faire. J'ai eu un peu des remarques, dans ce sens-là, mais c'est vrai que sinon plus jeune, non, j'ai pas eu trop de remarques par rapport à ça, non au contraire, en tout cas le secteur, hospitalier est plutôt bienveillant. Les chirurgiens de renommée et je pense qu'ils font leur travail depuis tellement longtemps que, comme on disait, ils déshumanisent un petit peu, les choses, en fait. Mais je pense que c'est aussi une carapace qui se crée parce que, bah, ils en voient «tellement» entre guillemets que c'est aussi pour pas être impacté, psychologiquement par, chaque enfant, en fait, parce qu'au final, ils nous voient enfants donc Et est-ce que la maladie a aussi eu un impact sur votre vie, intime?
Je pense que oui, parce que bah évidemment, mon adolescence, ou comme même en tant qu'adulte, hein, je me fais encore rejeter par des personnes, que ça soit amicalement ou amoureusement, parce que j'ai cette maladie-là et qu'elle se voit, et que les gens se fient énormément au physique et en fait ne supportent pas d'avoir dans leur entourage des personnes qui ne sont pas en pleine santé, qui ne sont pas physiquement adéquats à la société, qui ont cette bassesse d'esprit entre guillemets, je ne dirais pas mieux, mais de rejeter les gens qui ne sont pas dans leurs normes. Et donc oui, oui, ça m'arrive encore. Après aujourd'hui, j'ai aussi l'aisance d'esprit de me dire que en fait ces personnes-là, bah, de toute façon, je n'en veux pas dans ma vie, quoi. En fait, au final, la maladie, ça fait un peu un tri, quoi. Mmh. C'est-à-dire que ça fait un tri naturel des bonnes personnes et des mauvaises personnes Mmh. qu'un humain lambda n'aurait peut-être pas et qui va se rendre compte un peu plus tard que ses amis sont des cons. Et moi, j'ai eu de la chance que, en fait, moi, mon entourage que j'ai fêté mes 30 ans ce week-end. J'avais 45 personnes avec moi. C'était 45 personnes que je ne changerai jamais. C'est mon noyau dur et c'est des personnes que j'ai connues pendant toute ma vie, que j'ai connues en primaire ou là récemment. Et en fait, ce sont des vraies personnes que j'ai près de moi et ils sont pas à côté de moi par pitié ou quoi que ce soit. Au contraire, ils sont avec moi parce que je suis moi, en fait. Et c'est là tout l'impact que la maladie a. C'est-à-dire que pour moi, les gens qui sont près de moi aujourd'hui, ils sont authentiques et c'est ce qui est le plus important. Et je pense que c'est de ces gens-là qu'on a besoin en fait pour se construire soi-même et pour évoluer correctement. Et je pense que c'est grâce à ces gens-là aussi que moi j'arrive à forger mon caractère encore aujourd'hui et être toujours plus forte quoi qu'il arrive et à pouvoir aussi ne pas être forte parce que parfois on n'arrive pas. C'est vrai que comme tout humain lambda, des fois on n'a pas envie, on est fatigué, on en a marre quoi. Parce qu'en fait c'est un peu une bataille de tous les jours finalement. Parce que quand ça se voit c'est encore pire entre guillemets. Bah des fois on s'appuie sur ces gens-là et le lendemain ça va mieux et on est reparti pour plusieurs mois, des semaines, enfin ça dépend. Mais voilà, je souhaite à tout le monde d'avoir ça autour d'eux parce que c'est vraiment important pour se construire D'accord. et Alors au niveau professionnel aussi, il me semble que ça n'a pas toujours été facile. Comment vous oui. avez fait pour, justement toujours garder le cap et cette positivité qui vous caractérise? Honnêtement, je ne l'ai pas toujours eu. C'est-à-dire que, moi naïvement, quand j'ai fait mes études, j'aurais jamais pensé que ma maladie aurait un impact sur ma future profession. C'est-à-dire que comme je vivais, très normalement avec et que pour moi c'est juste un aspect physique parce que pour le coup en fait, professionnellement, j'ai besoin d'aucune adaptation en fait. Enfin, c'est vraiment, juste ma maladie se voit. J'ai des rendez-vous médicaux de temps en temps, mais bon avec un RTT, entre guillemets, c'est plié quoi. Donc j'organise mes vacances en fonction de mes rendez-vous médicaux, etc. Donc en fait, ça n'a aucun impact sur ma vie professionnelle. C'est vrai que naïvement, quand j'ai fait mes études, j'ai commencé à chercher du travail dans mon secteur qui est du coup le secteur de la communication. Et en fait, je me suis pris beaucoup, 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 beaucoup de barrières. Et là, je me suis dit ah ça va être compliqué. En fait, c'est un milieu professionnel qui est hyper difficile, je pense déjà pour quelqu'un de basique. Mais alors, quand on arrive avec une maladie qui se voit en plus niveau hypocrisie, je pense qu'on est à un level au-dessus. Je me suis pris beaucoup de stop parce que en fait, je pense que la maladie dans le secteur de la communication, c'était inenvisageable entre guillemets parce que en fait, beaucoup avaient peur que je me sociabilise pas avec mes collègues. Je me suis retrouvée à des entretiens d'embauche où en fait, on m'a posé des questions mais inimaginables et je comprenais même pas pourquoi on me posait ces questions-là parce que je me disais mais Quel genre de questions? bah, c'était: «Est-ce que vous êtes sûr que vous allez réussir à discuter avec vos collègues?» Bah, oui, en fait. C'était aussi, «Est-ce que, vous allez savoir faire face au regard des gens?» Mais en fait, on y fait déjà face, tous les jours. Donc oui, c'était que des questions, vraiment, en fait, qui n'avaient aucun intérêt dans l'entretien d'embauche, en fait, finalement. Parce qu'un quelqu'un de lambda, on ne lui aurait pas posé ces questions
Et en plus, c'est des inquiétudes, comment dire, inappropriées puisque, de toute façon, quand on me voit en face, on voit bien que je suis quelqu'un qui est hyper sociable, que j'ai aucun problème de parler de la maladie puisque de toute façon, enfin, je l'abordais en début d'entretien pour, mettre les choses à plat, leur dire: «Bon, bah, voilà, c'est comme ça» et comme ça, en fait, on passait à autre chose et c'était terminé. Alors que je n'étais même pas dans l'obligation d'en parler, mais je le faisais, voilà, pour mettre à l'aise tout le monde. Puis après, en termes d'hypocrisie, ça a été, des mails de RH en me disant, «Non, mais je sais pas pourquoi vous avez pas été prise, moi j'étais pas à l'entretien», alors que la personne m'a serré la main et s'est présentée, 3 jours avant. C'était de la discrimination cachée et que de toute façon, je pense que c'est comme dans le milieu social, c'est-à-dire qu'en fait, c'était des entreprises avec du recul avec qui j'aurais pas aimé travailler finalement, parce que pour avoir ce raisonnement, pitoyable, au final, vaut mieux ne pas travailler avec ces gens-là Oui, et ça tout à fait. permettait de faire le tri et du coup, j'ai été embauchée dans d'autres entreprises et avec qui ça s'est très, très bien passé. Je pense que sans maladie, oui, j'aurais déjà eu un CDI depuis très longtemps. Après, est-ce que je serais heureuse dans mon taf? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que la maladie a eu réellement un impact, sur ma vie professionnelle et ça a été très dur parfois. C'est ce qui vous a quand même poussé à vous lancer, dans Complètement. l'auto-entrepreneuriat? Complètement, oui. Parce qu'en fait, à force de se prendre des rejets, des rejets, des rejets et non justifiés, en fait, parce qu'à chaque fois on me disait, «Ah, tu été vraiment, trop chouette, tu la deuxième à finir, mais on a pris finalement quelqu'un d'autre». Oui d'accord, mais c'est super, mais ça n'avance pas grand-chose et c'était des gens qui me disaient: «Ah, ton portfolio est vraiment génial» et puis après qui m'envoyaient, «Tu n'as pas le profil». C'était pas cohérent, quoi. Aujourd'hui, vous faites quoi concrètement? Alors aujourd'hui, je suis, photographe, graphiste et community manager. Du coup, j'ai lancé mon entreprise, au mois de juin et pour l'instant, ça marche super bien et donc je faisais déjà de la photo depuis, 10 ans et j'ai fait mes études du coup dans le graphisme. Donc en fait, j'ai fait, en gros, j'ai lancé mon entreprise en mettant toutes mes compétences au service des autres. Je me suis mise, à mon compte comme ça, je me suis dit que j'allais travailler qu'avec des gens avec qui j'avais envie de travailler et qui aussi avaient envie réellement de travailler avec moi et je pense que ça change un peu, tout l'impact, des choses. En fait, aujourd'hui, je suis hyper présente sur Instagram et en story, ça m'arrive, régulièrement de parler de ma maladie et c'est des gens aussi qui me connaissent professionnellement parce que c'est un Instagram, professionnel et en fait, je trouve que ça a un réel impact humain. Beaucoup de gens, travaillent avec moi parce que je pense que ça humanise un peu, le fait que en fait, ça soit pas juste un Instagram, plat, où je diffuse mes photos et mes créas. En fait, ça leur permet aussi de comprendre, bah, pourquoi j'ai ça, ma vie quotidienne et en fait, ça montre aussi, bah, mon caractère et des fois, en fait, ils préfèrent travailler avec moi parce que, bah, comme, tout à l'heure, je suis moi plutôt que travailler avec quelqu'un d'autre qui va être sans maladie, mais qui va être plus, à la chaîne et qui va travailler, différemment dont moi je le fais, en fait. Pour finir, est-ce que vous pouvez nous parler du traitement dont vous bénéficiez, depuis, quelque temps? Donc je bénéficie depuis 3 ans donc de Alpelisib qui est un hormonosuppresseur. En fait, donc c'est un médicament, américain qui a été, découvert, grâce à la recherche, du coup du professeur, Cano à Necker et en fait, grâce à ce traitement-là, en 1 an, j'avais déjà perdu, 50 de la maladie. Donc ça a eu un réel impact, moi, sur ma vie. Je pense que sur la vie, des autres patients, ça a été d'autant plus, important parce que certains ont pu retrouver, la faculté, de leurs poumons, d'autres ont pu remarcher. Pour nous, ça a été vraiment une découverte un peu miraculeuse et aujourd'hui, on s'en passerait pas. Et ce traitement, c'est sous forme de médicaments, C'est un à médicament qu'on prend, du coup quotidiennement, par voie orale évidemment et donc du coup, on le prend, tous les jours, selon le dosage, et notre poids. Moi, je l'ai commencé à 250 milligrammes et j'ai eu énormément d'effets secondaires au début et donc on l'a baissé parce que ça ne correspondait pas. Ce sont des effets secondaires similaires à ceux qu'on peut avoir, dans une chimiothérapie puisqu'il me semble que c'est un traitement qui est, donné, pour des personnes atteintes d'un cancer du sein, c'est bien ça? C'est ça. En fait, aux États-Unis, il est donné après une cure en fait, de chimio. En fait, après la cure, ils prennent ça en plus forte dose évidemment. Nous, on l'a en par voie orale. Au début de mon traitement, j'ai eu énormément d'effets secondaires similaires à une chimio. Donc ça a été très compliqué les premiers mois à gérer. C'était un peu compliqué. J'ai perdu 10 kilos en quelques mois. Mais en fait, par rapport au bénéfice-risque qu'on a eu, en fait, quand on parle de traitement miraculeux, c'est-à-dire que moi, je l'ai pris 3 jours après, je voyais déjà de l'efficacité, quoi. C'est vraiment quelque chose, on peut dire oui, miraculeux, parce que dès qu'on commence à le prendre, ça agit tout de suite. 2 semaines après, mon visage était totalement changé, quoi. Donc aujourd'hui, ça continue sa progression. Là, ça stagne un peu plus parce que c'est vrai qu'au début, le traitement sert à éteindre le gène et en fait, les cellules ne sont plus alimentées d'informations et du coup, elles meurent
et de la maladie réduit. Au début, c'est vrai que ça a été spectaculaire entre guillemets. Au niveau de la douleur aussi, ça a changé? Ah oui, complètement. Comme en fait, ça ne thrombose plus, c'est-à-dire que quand on thrombose, c'est parce que les veines un peu se bouchent et en fait, ça durcit. C'est souvent dans le cas de thrombose que d'ailleurs on a mal. Et par exemple, quand on a des fortes chaleurs ou des moments où il fait très froid, on peut avoir des thromboses et c'est ce qui va nous faire le plus mal. Et donc là, par exemple, depuis qu'on a le traitement, enfin moi personnellement, je thrombose beaucoup moins et ça a un impact réel sur la douleur parce que au final aujourd'hui je prends presque plus de médicaments à côté pour la douleur. Au niveau de la chaleur de la peau, parce que ça crée aussi de la chaleur, ma peau elle se régule elle-même. Ça a vraiment eu un impact important sur tous les patients que le docteur Cano a eu. Si on arrête le traitement, ça revient direct en fait. Donc c'est un traitement qu'on aura à vie pour l'instant. La recherche continue, donc on croise tous les doigts pour trouver encore quelque chose d'encore meilleur en fait toujours et garder l'espoir d'avoir une vie plus basique entre guillemets un jour et donc voilà. Merci Justine pour ce témoignage éclairant sur le syndrome de Clove. Alors même si les clichés persistent, la médecine, elle, avance et révolutionne la vie des patients comme celle de Justine. Pour suivre son quotidien et en savoir plus sur cette maladie génétique rare, rendez-vous sur son compte Instagram Blondies, BLOND-IES. À bientôt! Vous écoutiez un épisode de la série Rare et je vis avec, un podcast sur les maladies rares produit et réalisé par handicap.fr. Pour retrouver tous les autres épisodes, rendez-vous sur le site handicap.fr rubrique podcast ou sur toutes les plateformes d'écoute.